Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue à notre émission spéciale Ceinture et route, le grand débat. Ceinture et route, vous savez, c'est le synonyme les nouvelles routes de la soie, y compris la route maritime et la route terrestre. Un sommet sur cette ceinture et route vient de se terminer à Beijing. Le sommet a réuni trentaine de chefs d'État et de gouvernement pour discuter cette initiative lancée en 2013 par le président chinois Xi Jinping. Voilà, notre débat va pencher sur les avancées et les résultats obtenus depuis ces 3 dernières années, mais aussi des obstacles, des difficultés qu'on a rencontrées. Comme le sujet est très complexe, très varié, nous avons décidé de diviser ce débat en 2 émissions et chaque émission accueillera 5 invités qui vont nous faire partager leurs réflexions, leurs analyses, leur expertise et bien sûr leurs propositions. Aujourd'hui, c'est la 2e émission intitulée « La ceinture et la route et nous ». Nous, c'est les Chinois, les Asiatiques, mais aussi les Européens, les Africains. Enfin, nous, c'est tous ceux qui sont concernés par ce projet. Voilà, je vous demande d'applaudir très chaleureusement nos invités. Voilà, Dominique de Villepin, bonjour. C'est en fait pas la peine de vous présenter parce que vous êtes mondialement connu, non seulement parce que vous avez été le Premier ministre de la République française, et surtout, vous avez prononcé un discours à l'ONU basé sur les valeurs de vieille Europe contre l'invasion en Irak. Vous avez marqué l'histoire. Vous êtes auteur aussi de plusieurs essais sur l'histoire, sur Napoléon, sur l'art, sur la culture, sur aussi un peintre franco-chinois que je connais très bien, Zhao Wuqi. Et actuellement, vous dirigez une société Villepin International. Vous donnez des conseils aux investisseurs internationaux sur les grands projets. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vraiment le bienvenu. Mon 2e invité, c'est Monsieur Ma Songde. Ma Songde, vous aussi, vous êtes politique. Vous avez été vice-ministre de la Science et de la Technologie, mais surtout, vous êtes un scientifique. Vous avez obtenu votre doctorat en France pour une spécialité très spéciale, vision par l'ordinateur et traitement des images. Et bienvenue, Monsieur Ma. Merci. Et mon 3e invité, c'est Yves Tiberghien. Vous êtes le directeur de l'Institut de recherche sur l'Asie à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Et vous êtes aussi l'auteur de l'Asie et le futur du monde, dont la version chinoise vient d'être publiée en Chine. Et je vous en félicite. Bonjour et bienvenue. Merci. Et Ting Yifan, mon 4e invité, est politologue Bonjour. et économiste. Vous avez fait vos études en France aussi. Oui. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur la mondialisation, la monnaie, etc. Bonjour et bienvenue. Mon 5e invité, bien sûr, c'est Denis Debout. Vous êtes le directeur Asie de la société Roland Berger. Vous connaissez bien notre pays. Bonjour. Bonjour. Voilà, je vous demande d'applaudir encore une fois chaleureusement nos invités. Merci à tous les 5. Avant de commencer notre débat, j'ai une question à vous, Monsieur Dominique de Villepin. Voilà, vous avez fait un article. Faisons le pari de la nouvelle route de la soie. Vous avez dit, la mondialisation change de forme, change de centre de gravité, et il y a un projet, et ce projet symbolise ce basculement. C'est le projet de la ceinture et route. Vous avez écrit, permettez-moi de citer
un paragraphe que vous avez écrit. C'est aussi un nouveau récit collectif pour le monde en panne de projets communs depuis la fin de la guerre froide et l'échec de la démocratisation libérale à marche forcée. Il s'agit de combler le vide humain, politique et économique qui sépare les deux pôles de prospérité de vieux monde, Europe et Asie orientale, ainsi que le Moyen-Orient riche en ressources énergétiques, voire plus loin, l'Afrique à travers de nombreux projets d'infrastructures portuaires, ferroviaires, autoroutières, mais aussi financières et de communication. L'article a une grande résonance dans le monde et surtout dans mon pays. Vous avez écrit en février 2015. Depuis 2 ans s'est écoulé. Est-ce que vous avez changé d'avis ou bien vous approfondissez votre réflexion? Non, je persiste et je signe parce que la vision qui a été celle du président Xi Jinping en 2013, quand il a fait son discours au Kazakhstan et en Indonésie pour présenter la nouvelle route de la soie, la ceinture et la route, s'inscrivait dans une grande vision historique, qui était celle de l'ancienne route de la soie il y a 2000 ans, établissant un pont entre l'Europe et l'Asie. Et nous voyons effectivement qu'avec la fin de la mondialisation libérale, plus que jamais, nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin de ponts, nous avons besoin d'une plus grande compréhension du monde à travers un récit partagé. Le sentiment qu'on a souvent sur la scène mondiale, c'est celui d'égoïsme. Chaque État, chaque peuple a ses problèmes, ses ambitions, et il n'y a pas d'action partagée. Et ma conviction, c'est que la ceinture et la route constituent l'un de ces rares projets globaux, aujourd'hui, partagés entre les uns et les autres. Et cela crée un intérêt général, un intérêt commun pour l'ensemble des peuples, dans un projet qui est politique, puisqu'il s'agit de répondre aux problèmes de l'instabilité, de l'islamisme, du terrorisme. Oui, c'est un projet économique. Le problème qu'on a actuellement. Qu'on a tous. Problème économique, qui est le problème du développement des infrastructures en Asie centrale, dans le Caucase, ici en Asie. Nous avons besoin de développer les infrastructures pour que les peuples trouvent une réponse à leurs problèmes. Et puis, un problème culturel, parce qu'il n'y a pas assez de dialogue, de compréhension, de sentiment d'un avenir partagé entre les uns et les autres. Donc oui, ce projet, la ceinture et la route, vient apporter cette réponse à travers une ambition, et le président Xi Jinping l'a redit lors de la conférence auquel j'assistais hier et avant-hier, c'est à la fois un projet qui se veut de paix, c'est un projet de développement, c'est un projet qui se veut innovant sur le plan des nouvelles technologies, c'est un projet qui se veut respectueux du développement durable et de l'environnement, et en même temps, c'est un projet qui nous offre un avenir commun. Donc on voit bien que oui, c'est un grand projet politique qui répond aux aspirations des peuples, et ce n'est pas seulement un projet entre les États, c'est aussi un projet entre les peuples. Et c'est ça qui nous intéresse au premier chef. Il faut que ce projet qui, bien évidemment, arrive d'en haut, puisse redescendre, et puis que des idées et des projets puissent remonter vers le sommet. C'est un projet interactif entre les uns et les autres, où chacun doit trouver sa place. Voilà. Il faut mobiliser le peuple, il faut lier l'Europe et la Chine. Oui, ce projet, puisqu'il a une route qui traverse à partir de la Chine jusqu'à Lyon en France. Bon, à partir de la Chine jusqu'à l'Europe, comment la route de la soie nous, comment dirais-je, liée? Alors, je vous invite à regarder ensemble, les téléspectateurs et nous, ce petit documentaire sur la ceinture et la route de la Chine jusqu'à l'Europe. Voilà. Instituée il y a plus de 2000 ans entre la ville chinoise de Chang'an et Antioche, la mythique route de la soie se développe réellement durant le règne de l'empereur Han Wudi sous la dynastie des Han. Pendant des siècles, ces voies de communication relient l'Europe, la Chine et les pays d'Asie centrale, devenant le symbole des relations culturelles et commerciales entre l'Orient et l'Occident. Établie sous la dynastie des Qin et des Han,
la route maritime de la soie constitue l'un des axes commerciaux les plus anciens de l'humanité et un chapitre important de l'histoire des échanges culturels. Porté par l'initiative Ceinture et Route, lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013, le fret ferroviaire entre l'Europe et l'Asie est en train de renaître de ses cendres. Le 15 avril 2014, le train de marchandises Yiwu-Madrid réalisait la plus longue liaison ferroviaire au monde. Un parcours de 13 052 km qui avait démarré dans la ville de Yiwu dans l'est de la Chine, puis traversé le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne et la France, avant de rejoindre son terminus à Madrid. D'après la Commission nationale pour le développement et la réforme de Chine, d'ici à 2020, ce sont plus de 5000 trains de marchandises qui devraient faire chaque année le voyage entre la Chine et l'Europe. Partenaires commerciaux essentiels l'un pour l'autre, comment va évoluer la relation entre la Chine et l'Europe dans les 10 ou 20 prochaines années? Comment les différentes coopérations déjà existantes entre la Chine et l'Europe, notamment les coopérations dans les différents domaines et celles menées au niveau des régions européennes, vont-elles pouvoir s'intégrer à l'initiative Ceinture et Route? Voilà, un grand train, un train qui lie les deux continents, enfin, qui traverse tous les deux, de l'Asie jusqu'à l'Europe. Alors, j'ai une question à M. Ma. Vous êtes un scientifique, vous avez vu que le train qui est en train de transporter toutes les marchandises. Alors, pour vous, ce projet, la ceinture et la route, il faut avoir un soutien de la technologie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez du point de vue technique? Comment peut-on lier les deux continents? Ces dernières années, il y a eu énormément de discussions autour de ceinture et route. On a beaucoup entendu que l'initiative représentait une voie nouvelle pour le développement, parce que le projet repose sur la construction d'infrastructures en Chine et dans de nombreux pays le long de la route, qui vont rendre le développement plus durable. Mais l'antique route de la soie n'était pas seulement une route commerciale, elle était aussi un axe de développement civilisationnel et culturel. La science, la technologie, l'éducation vont représenter un aspect très important de la nouvelle route. Il y a un siècle, beaucoup de Chinois ambitieux ont quitté leur pays pour travailler et étudier en France. Y compris Zhou Enlai, Deng Xiaoping. C'est une aventure humaine qui a eu une énorme influence sur la Chine. Oui. Aujourd'hui, c'est un secteur qui se développe très vite. Chaque année, plus de 500 000 jeunes Chinois quittent le pays pour aller étudier à l'étranger. Et il y en a beaucoup en France. Hein, oui, oui. Les pays le long de l'initiative Ceinture et Route proposent des bourses d'études. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont étudier en Europe et les pays qui participent à l'initiative veulent aussi améliorer les échanges culturels et éducatifs. Oui, comme ce que dit M. Villepin, c'est les échanges économiques doivent avoir une base, c'est les échanges culturels. Les échanges culturels, nos dirigeants, nos anciens dirigeants chinois ont fait leurs études en France et ils ont mené la révolution de la Chine en Chine. Et aujourd'hui, les étudiants chinois qui sont à l'étranger, les étudiants étrangers qui sont venus en Chine, cet échange est aussi très important, comme M. Ma a souligné. Et aujourd'hui, nous avons un invité un peu spécial. Je voudrais élargir un peu notre vision. C'est que M. Yves Tiberjean, vous êtes venu de l'extérieur, enfin, du continent américain, Canada. Il y a un proverbe chinois qui dit « Pour un échec, un observateur étranger, enfin extérieur, voit plus clair que les joueurs eux-mêmes. » J'aimerais bien avoir votre point de vue sur cette ceinture et route. Qu'en pensez-vous de ce projet? Merci, c'est une très bonne question. Je vais dire d'abord
qu'il y a eu un accord signé entre ma province de Colombie-Britannique et la province de Guangdong avec M. Hu Chunhua pour faire partie de la route et de la ceinture. Ah bon. Et donc Ça fait partie aussi alors. Et donc de relier cette route. J'espère que vous ne perdez pas votre objectivité. Voilà, à la porte, ce qu'on appelle la porte du Pacifique, à la grande vision de Colombie-Britannique et du Canada, d'être un peu la porte d'échange entre l'Asie et l'Amérique du Nord. Donc on relie ça au principe de route et ceinture. C'est pour ça qu'on avait une délégation canadienne avec une secrétaire parlementaire qui était là, secrétaire d'État qui était là au sommet. Ce qui est passionnant avec cette route et ceinture, c'est qu'il y a d'abord une vision très optimiste. C'était frappant de voir pendant les 2 derniers jours le grand esprit d'optimisme, de renouveau, de ferment de nouvelles idées qui était là auprès de tout le monde. Donc ça touche tout le monde. Et même Vancouver, qui est loin de la route de la soie d'origine, est très intéressé et curieux. On a une très forte diaspora chinoise. On est très impliqué avec la Chine à Vancouver. Ensuite, c'est une plateforme très expérimentale. C'est-à-dire qu'il y a une vision et ça permet par-dessous à toutes sortes d'acteurs, que ce soit des provinces, que ce soit des entreprises, que ce soit des universités, à arriver à leur propre initiative qui soit entrepreneuriale. Donc c'est une plateforme très créatrice dans cette perspective. Enfin, on sait que cette plateforme de la route et de la ceinture va suivre une trajectoire très expérimentale, avec un séquentialisme, avec du gradualisme. Et donc ça permet en fait une ouverture à tous les acteurs. Et on s'attend, en fait, en Canada, on s'attend sans doute à la rejoindre, puisque telle qu'elle est présentée actuellement, la plateforme est ouverte au monde entier, en fait. Voilà, je crois que nos 3 premiers invités sont tous partagés un point de vue très optimiste sur la ceinture à la route. J'aimerais bien poser cette question à Ting Yifan parce que, vous savez, l'anti-mondialisation, c'est une vague qui vient dans le monde développé, surtout des Britanniques, des États-Unis, même un peu de la France aussi. Est-ce que vous partagez le même optimisme que les autres invités? Est-ce que le projet de la ceinture et la route n'ont pas des problèmes? Il n'y a pas des difficultés? Je pense que la ceinture et la route sont des initiatives que les gouvernements chinois avaient proposées aux différents partenaires. En fait, c'est une initiative proposée par la Chine, mais partagée par de nombreux pays. Donc cette fois-ci, au sommet de ceinture et de route, il y a une trentaine de dirigeants des pays étrangers qui sont venus participer à la conférence au sommet. En dehors de ça, il y a un nombre encore plus important de gouvernements ont envoyé leurs représentants pour participer à cette conférence. Cela montre l'intérêt que les pays étrangers portent à cette initiative. Parce que je pense d'une certaine manière, cette initiative, comme vous l'avez bien souligné, est une contre-mesure contre les vagues anti-globalisation, en fait, d'une certaine manière. Oui. Parce que depuis un certain temps, on assiste à un repli sur soi dans beaucoup de pays, exprimé plus ou moins par le Brexit, par le référendum britannique de se retirer de l'Union européenne, etc. Il y a une réémergence du protectionnisme sous toutes sortes de formes, un peu partout. Oui. Voilà, la route et la soie, c'est un projet qui va à l'encontre de ce genre de vague anti-globaliste. Oui. Donc on veut essayer de promouvoir la coopération par une plus grande concertation entre les gouvernements, par la création d'une plus grande connectivité dans tous les domaines, que ce soit la connectivité des infrastructures, des chemins, des routes, des chemins de fer, etc., mais aussi par une plus grande connectivité des moyens de télécommunication, etc. Donc c'est, je pense, une mesure qui va réussir. Laissez-moi partager le point de vue des entreprises avec lesquelles nous travaillons, des entreprises chinoises et des entreprises européennes. Et gagnant-gagnant.
pour les entreprises, gagnant pour les États et gagnant pour les populations. Mais je crois que le plus important par rapport aux Européens, c'est cette question des lacunes de la mondialisation. La route à la soie est une initiative qui ouvre d'autres horizons. Il est très important de pouvoir montrer qu'il y a un modèle alternatif, pacifique, de développement partagé. Alors, j'ai la question à Denise Debout. S'il y a une vague de anti-mondialisation, parce que la mondialisation comment dirais-je, nuire une partie de la population des pays riches, surtout y compris votre pays. Alors, vous êtes partagé avec aussi l'optimisme de tous les quatre ici. Vous connaissez bien notre pays et l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, dans l'élection présidentielle française, l'extrême droite entrait dans le deuxième tour, par exemple. Ils sont clairement branchés le drapeau, le protectionnisme intelligent, c'est ça? Laissez-moi partager le point de vue des entreprises avec lesquelles nous travaillons, des entreprises chinoises et des entreprises européennes. Les entreprises européennes, elles n'ont pas attendu la ceinture et la route pour se projeter, être présentes, conquérir des marchés en Afrique, en Asie centrale, en Asie, et puis bien sûr en Europe centrale et orientale, qui est la base arrière de l'industrie allemande, par exemple. Et donc cette initiative, elle suscite à la fois crainte et espoir auprès des entreprises européennes. Elle suscite crainte parce qu'elles se demandent si tout d'un coup elles ne vont pas voir arriver une concurrence des entreprises chinoises encouragées par cette initiative dans un espace économique qu'elles avaient déjà investi. Donc cette crainte existe. Il y a beaucoup d'espoir également, parce qu'au fond, cette initiative va apporter beaucoup plus de fluidité aux échanges, d'abord par l'investissement massif en infrastructure, qui lui-même est un débouché pour des entreprises européennes habituées à construire de grands projets complexes d'infrastructures. Sans doute ne le feront-elles pas seules, comme elles ont pu le faire dans une vague précédente, elles le feront en partenariat avec des entreprises chinoises. Et ces entreprises chinoises, aujourd'hui, elles sont très enthousiastes sur l'initiative et en même temps très prudentes. Parce que dans une vague précédente, elles ont dans certains cas perdu de l'argent dans des continents lointains en essayant de réaliser des projets difficiles. Et donc il y a une rencontre possible entre des entreprises peut-être plus habituées et puis des entreprises chinoises qui vont découvrir une autre phase de la mondialisation. C'est ça, quand une entreprise est allée en Europe, la plus grande difficulté, c'est la différence culturelle. On ne comprend pas ni la langue, ni les habitudes de la vie courante, ni l'histoire, etc. Et justement, l'esprit de la route, de la route de la soie, c'est la compréhension, c'est la paix, c'est la coopération, c'est l'ouverture, l'inclusivité. Et je voudrais poser la question de nouveau à Dominique de Villepin. Avec cette vague très claire anti-mondialisation venait de l'Europe, peut-être en France il n'est pas arrivé au pouvoir, je sais que vous soutenez Emmanuel Macron dès le premier tour, mais quand même cette vague est réelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la ceinture et la route face à cette vague? Vous avez raison de souligner l'importance de cette vague anti-mondialisation. C'est un mouvement qui vient clore le chapitre qui a été ouvert à partir de 1989, la chute du mur de Berlin, qui était la grande épopée pendant 30 ans de la mondialisation libérale. On voit ce mouvement arriver à sa fin, à travers des événements très importants. Le vote du Brexit au Royaume-Uni, l'élection de Donald Trump aux États-Unis et la montée d'un certain nombre de mouvements en Europe. Le pari de la ceinture et la route, c'est un pari de la confiance dans l'avenir et c'est un pari pacifique. Parce que nous le savons tous, la colère et la peur, ça conduit à des durcissements et ça conduit souvent à des peurs si importantes que cela peut encourager la guerre. Oui, parce que c'est le protectionnisme et le nationalisme. Oui.
Nous avons vu dans les dernières années une multiplication des interventions militaires occidentales. Nous les avons vues au Moyen-Orient, nous les avons vues en Afrique, nous les avons vues en Afghanistan. Il est très important de pouvoir montrer qu'il y a un modèle alternatif, pacifique, de développement partagé. Et ce qui est important dans la ceinture et la route, c'est cette idée qui vaut pour les États comme pour les entreprises de partenariat. Bien sûr, les entreprises chinoises peuvent partir à l'assaut de l'Europe. Les entreprises occidentales les plus dynamiques peuvent espérer gagner des parts de marché en Asie. Mais à un moment donné, il faut être capable de travailler ensemble sur des grands projets. Et là, nous parlons pour l'Asie centrale, pour le Caucase, pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient. Nous parlons de projets qui, aujourd'hui, n'ont pas les financements nécessaires. Ce sont des projets qui sont trop importants dans la mondialisation, qui ont besoin de trop d'argent. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir des partenariats entre les entreprises, avec les États, avec les institutions qui se mobilisent ensemble. Des institutions comme la Banque asiatique pour les infrastructures, qui a été mise en place avec le président Jin Liqun, et 60 États qui interviennent au capital, mais en même temps, les grandes institutions multilatérales existantes de Bretton Woods, comme la Banque mondiale ou la Banque européenne des investissements. Donc, ils sont Il pas concurrents. faut parier sur un multilatéralisme dans un monde qui aujourd'hui est multipolaire. Et c'est ça la réponse à la mondialisation peureuse du protectionnisme et du nationalisme. C'est au contraire des piliers de partenariat, des piliers multilatéraux qui permettent de financer des projets qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de réponse parce qu'ils sont trop importants ou n'ont pas une rentabilité suffisante. Donc il faut prendre en compte l'intérêt général, le bien public mondial, à travers cet esprit de la route et de la ceinture. Mais si l'autre mondialisation n'a pas réussi, comment peut-on croire que cette fois-ci, cette mondialisation, on dit, c'est version 4.0, mondialisation à la chinoise, et comment peut-on croire que celui-là peut réussir? Qui est-ce qui veut répondre? Voilà. Vous avez prononcé le mot 4.0. Une des choses qu'on a beaucoup entendues ces derniers jours, c'est le contenu de la route et de la soie en termes d'innovation, de digitalisation, d'innovation technologique. Certaines entreprises ont pu craindre à un moment, en particulier en Europe, que ce jeu de la ceinture et de la route soit un jeu de volume. Donc, une façon, finalement, pour la Chine d'écouler des surcapacités. Voilà. C'est certaines critiques. Je ne partage pas du tout ce point de vue parce que ces surcapacités en Chine, elles existent. Elles sont beaucoup trop grandes par rapport au marché que représente cet espace économique de la route et de la soie. Donc, les surcapacités sont un problème que le gouvernement chinois traite. Ce n'est pas la route et la soie qui va résoudre ce problème-là. En revanche, la route et la soie étaient affirmées comme une opportunité pour les entreprises chinoises de se moderniser et de jouer un jeu de productivité et de compétitivité. Probablement de déplacer certaines des productions qui sont aujourd'hui faites en Chine, de les déplacer dans cette région pour servir les marchés locaux et pour servir les marchés mondiaux. Tout ça crée des débouchés. Donc ce n'est pas seulement un jeu chinois. Toutes ces machines modernes, connectées, qui vont être mises en place dans ces parcs industriels qui vont se développer qui se développent déjà le long de la route, ces machines, elles vont être en partie fournies par des entreprises étrangères et en particulier des entreprises européennes. C'est là que la crainte doit s'estomper. Mais encore une fois, comme l'a dit M. de Villepin, on n'est pas dans le mode précédent d'export pur et simple depuis l'Europe ou l'Amérique. On est dans un mode où il va falloir coopérer davantage pour bénéficier de cette plateforme et des financements qui y sont associés. Et c'est un mode qui a l'ambition d'être gagnant-gagnant, pour employer une formule que les Chinois aiment bien. Oui, gagnant-gagnant, oui. Et gagnant-gagnant pour les entreprises, gagnant pour les États et gagnant pour les populations. Parce qu'il faut insister sur un aspect de ce projet qui, à mon sens, intéresse tout le monde, c'est l'éducation. L'idée, c'est aussi d'élever le niveau d'éducation. Monsieur le disait très bien, en créant de nouveaux marchés, à travers de nouveaux projets, vous créez une classe moyenne ou une classe qui a un pouvoir d'achat supplémentaire, qui peut participer au progrès. Et l'éducation va les aider à franchir ces étapes supplémentaires. Et je crois que
Dans le cadre du nationalisme et du protectionnisme, nous le voyons dans beaucoup de pays, c'est souvent la méconnaissance du monde qui crée la peur, c'est souvent l'ignorance qui crée la colère. Et donc il faut être capable d'apporter des réponses à chacun et un intérêt pour chacun dans les projets qui vont être développés. Mais là, dans ce projet, il y a plusieurs I. Hein. C'est industrialisation, infrastructure, Internet, inclusion. Et quand vous exprimez ainsi à un Européen, il se dit, mais infrastructure, Internet, pour nous, c'est déjà la réalité. Et eux, donc, ils pensent que c'est la concurrence vers eux. Ce n'est pas une opportunité. Qu'est-ce que vous allez répondre à cette sorte d'interrogation? Qui est-ce qui veut? En fait, oui. En termes de construction d'infrastructures ou d'installation des moyens de télécommunication, etc., l'Europe est un continent relativement développé. Mais l'Europe, en dépit de sa taille, etc., c'est un marché relativement limité encore. C'est pour ça que les entreprises européennes regardent d'autres marchés que celui de l'Europe. C'est pour ça que la route à la soie est une initiative qui ouvre d'autres horizons, qui permet non seulement aux entreprises chinoises d'aller au marché d'outre-mer, mais aussi qui permet aux entreprises européennes, etc., de participer à des aventures conjointes. Oui, ça permet de développer beaucoup de marchés. Et prenons un cas simple, l'Éthiopie. C'est un pays africain et pour très très longtemps, l'Éthiopie était l'un des pays les plus pauvres du monde. Ouais. Parce que, contrairement à beaucoup de pays africains, l'Éthiopie est un pays africain qui n'a pas de ressources sous le sol. Mais paradoxalement, depuis à peu près de 5 à 10 ans, le taux de croissance du PIB éthiopien est à 10%. Oui. Et tout cela un peu grâce à l'initiative chinoise. Mais avant cette initiative chinoise de route et de soie, l'Éthiopie participe déjà, attire beaucoup d'investissements chinois. Et sur le lancer de cette initiative de la route maritime de la soie, parce que l'Éthiopie est sur un point clé de la route maritime de la soie. Donc, à ce titre, l'Éthiopie a reçu beaucoup d'investissements chinois pour la construction des parcs industriels, pour un chemin de fer qui relie la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, à Djibouti, etc. Donc, de ce fait, l'Éthiopie a eu accès à la mer. Donc, ça facilite beaucoup de choses. Et c'est un exemple très réussi de la route et de la route maritime de la soie. D'accord. Bon, donc, oui. Je voulais rajouter en réponse à vos deux questions. Pour ce qui est des infrastructures en Europe, en fait, il reste des énormes lacunes. Et comme on le sait, notamment la partie de l'Est, où l'Union européenne a beaucoup moins de fonds disponibles. Et donc, il reste toutes ces lacunes où arrive la Chine, notamment entre Budapest et la Grèce, le port du Pirée en Grèce, où tout s'est très bien passé avec la prise en charge par une entreprise chinoise. Donc, il reste des énormes besoins. Ça, c'est une première chose. Mais je crois que le plus important par rapport aux Européens, c'est cette question des lacunes de la mondialisation. Parce que c'est un sujet très sensible en Europe. Et je crois qu'il y a 3 grands déséquilibres, ou 3 grands paradoxes dans la mondialisation libérale, dont parlait le Premier ministre, M. Villepin. D'abord, il y a un déséquilibre entre les forces de marché et les institutions. On sait que les marchés ne peuvent pas aller au-delà des institutions sous-jacentes, sinon on a des équilibres, on a des conflits, on ne peut pas gérer les crises, on ne peut pas gérer les gains qui sont inégaux, etc., etc. Et donc il y a un besoin énorme de rajouter des nouveaux forums, des nouveaux axes de momentum, d'énergie pour créer des nouvelles institutions. Et la Banque asiatique d'infrastructure est une de ces nouvelles institutions. Le deuxième déséquilibre, c'est au niveau du manque de compréhension entre les nations. Voilà. Donc on avance très vite avec les marchés, le manque de compréhension mutuelle ne fait qu'augmenter. Donc il y a un besoin de créer de nouveaux mécanismes de compréhension, que ce soit au niveau de l'éducation, des échanges universitaires, des échanges de personnes, des échanges culturels, etc., etc. Et puis finalement,
il y a aussi un énorme besoin au niveau des inégalités. C'est ça qui est un des élans derrière l'antimondialisation, ce sont les inégalités. D'abord des inégalités régionales, et pour ça la route et la ceinture va s'occuper de régions qui sont restées en arrière de la mondialisation. Mais il faut ensuite trouver des mécanismes d'inclusion pour les personnes qui sont laissées par derrière par la mondialisation néolibérale. Mais là, donc, tout le travail reste à faire. Il faut trouver ces mécanismes d'inclusion pour gagner l'adhésion de ces populations. Et j'aimerais bien vous inviter à regarder aussi les points de vue d'un expert chinois qui a écrit le premier livre sur la ceinture et la route. Et on va essayer de comprendre son point de vue, la ceinture et la route et le développement durable. Voilà, on va regarder ensemble. Wang Yiwei, chercheur et professeur en relations internationales à l'université Zhenmin de Chine, est un spécialiste de l'initiative Une ceinture et une route. De par ses participations à de nombreux forums nationaux et internationaux, le professeur Wang a beaucoup contribué à faire mieux connaître à l'étranger l'initiative Une ceinture et une route. 一带一路呢，我觉得应该要真正的了解它的一些走向和进展的话，你就不会简单认为它是个一路行，不认为它是一个空洞的叫 white elephant。No， 它是非常实实在在的项目造福于当地老百姓的。比如说这个电在巴基斯坦卡拉奇每年要热死1000多人，每年夏天都要热死，因为没有电。现在我们通上了电以后，他们用上电风扇，每年可以守死1000人，多好啊！光一个卡拉奇是这样的，还世界上那么多的城市，那么多的国家和地区，都要让他们摆脱这样一个能源上的这个短缺、基础设施的互联不通的这样一个问题。所以“一带一路”核心词就是通互联互通，尤其是以基础设施为互联互通的这样一个，让他们国家之间的关系更加紧密，让他们合作呢更加有前途。如果没有机制，任何合作是不可持续的。所以还真是需要把“一带一路”很多的一些合作呢，从倡议变成一种机制化。那么很多国家都提出这样的要求，将来的“一带一路”这个不是某一个国家能够主导的，它是根据不同的行业，根据这个事物的发展的需要，一起来共商、共建、共享的。Il faut civiliser la mondialisation. Il faut la réguler pour que chaque acteur puisse prendre ses décisions en connaissance de cause au service de tous. Il faut reprendre cet esprit historique parce que même historiquement, il y avait beaucoup de tolérance culturelle sur cette route de la soie. Quel rôle devait jouer un pays comme les États-Unis, dirigé actuellement par un président qui aime bien un peu le protectionnisme? Même si M. Trump arrive à un certain réalisme, un certain pragmatisme, on le voit, donc il vient de faire un accord avec la Chine, il a envoyé M. Pottinger à ce sommet. Voilà. Et je voudrais poser encore une question à Dominique Villepin. Pour que ce soit durable, pour que ce projet, une ceinture, une route, peut continuer dans des circonstances même différentes, même régions différentes, est-ce qu'on a besoin de former en fait une structure permanente? Et qui va la former et comment? Alors c'est une des questions qui vient d'être posée et qui est très importante, celle de la connectivité se développant dans la durée. La grande faiblesse de la mondialisation libérale des dernières décennies, c'est sa faiblesse institutionnelle et sa faiblesse en matière de règles. Il y a un exemple où on l'a tous vécu et partagé, c'est le domaine de l'environnement. La COP 21 à Paris en 2015 a comblé un vide. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où, à la tête de ce développement des règles en matière d'environnement, il y a deux pays, il y a la France et la Chine. Et on voit les États-Unis qui traînent des pieds. Souvent, les pays les plus puissants sont ceux qui ont le moins intérêt à établir des règles, parce que leur puissance leur permet d'écraser les situations et d'écraser les autres. Leur volonté. Si on veut une mondialisation équilibrée, et si on veut respecter le principe d'égalité entre les États et les peuples, il faut plus d'institutions, mais de bonnes institutions, pas des institutions bureaucratiques, et il faut plus de règles. Et c'est là où, sur le plan financier, nous avons besoin d'avoir plus d'accès à des financements. La Banque asiatique pour les infrastructures et les investissements est un bon exemple, mais il faut que cette nouvelle banque travaille avec la banque des BRICS, la nouvelle banque pour le développement, travaille avec la banque
européenne pour les investissements, travaille avec la Banque mondiale. Il faut un maillage, un réseau financier plus développé. Et puis, il faut des règles communes que nous respectons les uns et les autres. Par exemple, en matière de commerce, le principe de réciprocité. C'est difficile. Ce ne sont pas des choses que l'on va faire en un jour. Mais si l'on veut que les entreprises puissent travailler ensemble, il faut des règles communes et il faut plus de transparence. La Chine donne l'exemple aujourd'hui en acceptant par exemple que les agences de notation puissent travailler en Chine. Il faut qu'il y ait une information partagée pour guider les investisseurs, leur permettre de savoir où les opportunités sont les plus intéressantes à saisir. Donc oui, il faut civiliser la mondialisation, il faut la réguler pour que chaque acteur puisse prendre ses décisions en connaissance de cause au service de tous. Voilà, il faut civiliser la mondialisation, c'est très bien dit. Il faut que la mondialisation a son aspect humain. Bon, et Teng Yifan, j'aimerais bien vous poser aussi la question, d'autres si vous voulez répondre, c'est aussi... C'est que pour civiliser la mondialisation, comment franchir les obstacles des barrières de la langue, de la culture, surtout la différence de système politique des pays, une centaine de pays qui ont tous des systèmes politiques très différents. Comment franchir ces obstacles? Dans cette initiative de la ceinture de la route, il y a une clause qui est le respect des cultures, des us et coutumes politiques, etc., d'autres pays. Et le premier principe de la route de la soie, c'est la conservation des politiques entre les gouvernements. Alors, précédemment, dans la mondialisation libérale, souvent c'est une libéralisation forcenée, comme le Premier ministre de Villepin a bien indiqué, et c'est souvent une volonté d'obliger les autres à obéir à un certain nombre de principes libéraux. Ouverture du marché, abandonner les réglementations sans tenir compte des règles de protection de l'environnement, etc., etc. Et cette fois-ci, non, l'initiative est conjointe. La Chine veut participer à la construction des infrastructures, à la réalisation de l'industrialisation du pays, mais en respectant la volonté et le principe de l'autre pays, de son partenaire. Ça, c'est quelque chose de très différent. Et je pense que historiquement, sur la route de la soie, était passé beaucoup d'informations, beaucoup de connectivité culturelle. Le bouddhisme est entré comme ça en Chine. Oui. Je pense que d'une certaine manière, ce n'est pas prouvé, mais d'une certaine manière, un certain nombre d'historiens européens croient que finalement, même l'imprimerie à lettres mobiles a été passée par cette route de la soie pour arriver en Europe. Et tout cela, ce sont des preuves historiques qui montrent que finalement, il faut reprendre cet esprit historique parce que même historiquement, il y avait beaucoup de tolérance culturelle sur cette route de la soie. Les hommes, les cultures pourraient respecter mutuellement et par le contact, on avait l'opportunité de s'apprendre beaucoup. Et il faut faire revivre cet esprit dans l'avenir. Et ce n'est qu'en respectant l'autre qu'on pourrait s'améliorer. Et on pourrait faire mieux. Oui. Bon, pour les grands pays, Dominique Villepin tout à l'heure avait parlé, les grands pays souvent ne veulent pas respecter les règles, ne veulent pas... et c'est justement... non seulement la différence entre les systèmes politiques, et aussi les tailles des pays, les différentes tailles des pays. Il y a un pays qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Bien sûr, c'est les États-Unis. Les États-Unis, hein, vous venez du Canada. Les États-Unis, à la dernière minute, a envoyé un envoyé spécial pour participer au forum de la ceinture et la route pour la coopération internationale. Quel rôle devait jouer un pays comme les États-Unis, dirigé actuellement par un président qui aime bien un peu le protectionnisme?
Monsieur Hulpin ou monsieur... Les États-Unis ont joué un rôle ambigu au cours des derniers mois. Barack Obama était très favorable à développer une mondialisation mieux organisée. On l'a vu sur les questions d'environnement. Donald Trump est arrivé, lui, avec des projets qui consistaient à écarter la politique d'environnement de son prédécesseur, à supprimer les traités de libre-échange comme le traité transpacifique, donc avec une autre vision. Je pense que la réalité va le rattraper et qu'il va être obligé de prendre en compte la réalité du monde. Le monde n'a pas envie d'avoir plus de populisme, plus de nationalisme et plus de protectionnisme, parce que ça veut dire plus de guerre. Oui. Et les États-Unis le découvrent vis-à-vis de la Corée du Nord. Les États-Unis doivent travailler avec la Chine. Les États-Unis ne peuvent pas régler les problèmes du monde seuls. Et donc, le réalisme va, je crois, l'emporter. Il faut laisser le temps à Donald Trump de faire son travail sur lui-même pour arriver à de meilleurs sentiments. Vous êtes très confiant alors. Et... Je vais rajouter quelques mots. Je dois dire pour commencer qu'au Canada, les États-Unis sous Donald Trump, c'est un peu un cauchemar, ça nous donne bien mal à la tête. Tous les jours, il faut faire attention à ce qui va se passer, puisque NAFTA, qui est un peu le pain et le beurre du Canada. 75% de nos exportations vont aux États-Unis et un jour remis en question, un autre jour pas remis en question. Donc on est toujours un peu dans l'incertitude. Mais il faut voir que pendant la campagne, donc, M. Trump a fait campagne sur une plateforme qui était non seulement anti-mondialisation, mais qui était aussi anti-institution internationale. Et donc il faut voir que les électeurs qui l'ont élu, ce sont des électeurs qui s'opposaient à l'avancée de l'institutionnalisme mondial, et pas seulement la mondialisation. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, les États-Unis sont un peu dans une situation, on peut dire, schizophrène, c'est-à-dire c'est eux qui sont à l'origine de l'intégration économique mondiale, depuis 1945. C'est aussi eux qui ont commencé l'institutionnalisme mondial, l'ONU, l'OMC, les grandes institutions, la Banque mondiale, etc. Et donc, il y a l'esprit de Wilson, l'esprit de Roosevelt qui reste là. Et puis, en ce moment, ils sont en train de tourner le dos à leur création. Donc c'est le créateur qui refuse sa création. Et l'ironie, c'est qu'on voit le président Xi Jinping, à Davos par exemple, faire un discours où il prend en compte cet idéalisme qui finalement était déjà porté dans le passé par les présidents Wilson et Roosevelt. Donc on est dans un moment finalement de passage des pouvoirs, ou passage de l'idéalisme. Mais même si M. Trump arrive à un certain réalisme, un certain pragmatisme, on le voit, donc il vient de faire un accord avec la Chine, il a envoyé M. Pottinger à ce sommet, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à devenir une force positive pour l'institutionnalisme mondial. Donc on a un peu un problème, et il y a besoin donc que les autres pays, la Chine, l'Europe, le Canada, poussent en avant, parce qu'on a besoin de ces institutions, de ces règles, comme le disait le Premier ministre. D'accord, il nous reste encore à peu près 8 minutes. Et comme vous le savez, le projet, la mondialisation, dès le début, c'était toujours très heureux et à la fin, c'est un peu difficile. Et cette fois-ci, si la ceinture à la route, c'est une sorte de mondialisation à la chinoise, je voudrais vous donner votre avis sur le futur de ce projet. Chacun a 1 minute et demie. Je vais d'abord donner la parole à M. Ma. 1 minute ou moins de 2 minutes. L'avenir de ce projet. Globalement, je suis très optimiste pour l'initiative Ceinture et Route. Tout le monde vient de discuter de la vague anti-mondialisation et de la poussée du protectionnisme. Je tenais quand même à préciser que les pays développés ne sont pas les seuls à être touchés par ce genre de phénomène. C'est arrivé auparavant en Chine. Je me souviens, il y a 10 ans, beaucoup de gens débattaient de l'opportunité pour la Chine de rejoindre l'OMC. Ils se demandaient si les avantages allaient l'emporter sur les inconvénients ou si les inconvénients allaient l'emporter sur les avantages. L'initiative Ceinture et Route va forcément devoir surmonter des résistances et des difficultés. Mais Ceinture et Route va également insuffler une nouvelle énergie à la mondialisation, lui faire prendre une forme nouvelle. Je pense que les perspectives de développement de l'initiative sont excellentes. Bon. Monsieur Tepou. Je crois qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau politique pour la ceinture et la route.
Il y a un besoin d'institutions, il y a un besoin de règles pour que la concurrence soit loyale. Mais après, il faut laisser faire les entreprises. La concurrence, c'est la vie, et dans cet espace économique, les entreprises vont se livrer une concurrence. Et on parle souvent en ce moment de disruption dans le domaine de l'innovation technologique. Et quand vous parlez aux entreprises chinoises, elles ont une vision assez différente. Elles ne voient pas leur intervention sur des marchés comme une disruption, comme le déplacement d'autres entreprises, mais plutôt comme la façon de connecter des marchés. Prenez le commerce électronique. Alibaba se voit pas comme dérangeant le reste du commerce, mais se voit comme connectant des petites et moyennes entreprises partout dans le monde avec des fabricants, connectant avec des clients. Et une ceinture et une route, c'est une occasion, dans cet espace économique, de réaliser cette connectivité en bénéficiant de l'effort fait par les politiques pour mettre à disposition une plateforme avec des financements, moins de risques pays, plus de fluidité et beaucoup d'infrastructures. D'accord. Et M. Yves... Alors, ce qui est passionnant avec cette ceinture et cette route, c'est que c'est une plateforme ouverte. C'est un peu comme le processus de réforme en Chine sous Deng Xiaoping. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est projetée, et ensuite c'est un espace d'ouverture pour laisser un tas d'entrepreneurialisme se développer. Donc les entrepreneurs, même les étudiants, les jeunes, vont tous partir avec des idées, des initiatives. Certaines initiatives ne vont pas réussir, d'autres vont réussir, vont mener à d'autres choses. Donc en fait, c'est assez dur de prévoir. On peut déjà prévoir certains grands projets d'infrastructure, on les voit s'élaborer, des chemins de fer, etc. Certains qui sont assez fabuleux d'ailleurs, mais d'autres vont sans doute pas réussir. Et ensuite, il y aura un second élan derrière, un troisième élan, et ça va créer toute une série de conséquences qu'aujourd'hui on ne peut pas bien prévoir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un espace d'entrepreneurialisme qui va mener à des tas de réflexes entrepreneurs de formes différentes. Voilà, ça c'est ouvert et tout le monde peut venir. Alors, Deng Yifan. Très bien. Je suis censé étudier l'économie mondiale. Oui. Donc, d'un point de vue de l'économie mondiale, je pense que l'initiative chinoise de la route et de la ceinture représente un certain nombre d'avantages. Parce que depuis la crise financière de 2008-2009, eh bien, l'économie mondiale manque de force d'attraction. En fait, on ne sait pas dans quel sens on veut encore développer l'économie mondiale. Donc, comme il n'y a pas vraiment une motivation de croissance économique, eh bien, la stagnation ou la grande stagnation était le mot à la mode dans beaucoup de pays développés. Donc, si le monde se traîne toujours dans ce genre d'affaires, on court le grand risque de revenir en arrière et de se confronter, même d'être entraîné dans une espèce de guerre. Mais finalement, l'initiative chinoise est de redonner de la force, de la fluidité à cette économie mondiale. On semble avoir retrouvé un sens d'orientation dans l'avenir. Mais je pense que dans 20 ans, quand on jette un regard derrière, on dirait probablement que finalement, c'est grâce à cette initiative de route de la soie que l'humanité a évité une catastrophe, probablement. Voilà, dans 20 ans, on va se souvenir de notre débat parce que nous avons projeté un optimiste. Alors, M. Dominique de Villefranche, vous avez le dernier mot. La tentation du monde aujourd'hui, c'est de céder à la peur et à la colère et d'élever un peu partout des murs entre les États-Unis et le Mexique, en Europe centrale, au Moyen-Orient. La réponse chinoise, la ceinture et la route, c'est d'ouvrir un horizon. Oui. Et c'est avec, à mon avis, 3 critères que l'on mesurera le succès. Le premier, c'est la multiplication des projets. Aujourd'hui, et depuis 3 ans, la Chine a financé pour 50 milliards de projets avec des pays cibles, l'Indonésie, le Pakistan, Oman, et l'on voit que cela peut marcher. Mais les besoins de l'économie mondiale en matière d'infrastructures, d'ici à 2030, c'est 4 000 milliards de dollars. C'est vous dire à quel point les besoins sont immenses. Il faut compter les zéros. Le deuxième critère de succès, c'est la capacité à développer et multiplier les institutions. Nous avons besoin de règles, nous avons besoin de codes en commun. Et puis il y a un troisième critère de succès. C'est la capacité pour cette initiative à faire des petits. Cette initiative, il faut qu'elle fasse des enfants. Imaginez un monde
où l'Europe, l'Union européenne, soit capable avec l'Afrique de mettre en œuvre un grand projet euro-africain pour développer les infrastructures de l'Afrique, eh bien, on ne serait pas là à se plaindre des réfugiés africains, des terroristes africains, des trafics africains. On aurait un avenir en commun. Imaginez que M. Trump, tout à coup, soit victime d'un miracle et qu'il regarde l'Amérique latine non pas comme un continent qui fait peur, comme les Mexicains, comme des gens qui veulent violer les femmes et faire peur aux bons citoyens américains, et qu'au contraire, il y a une aventure entre les États-Unis et l'Amérique latine, un grand projet des Amériques. Eh bien, l'initiative chinoise aura fait pousser une idée nouvelle, qui est que le monde peut travailler ensemble. Et c'est ça, le grand défi. Bon, merci beaucoup. Merci à tous les cinq. Merci Dominique de Villepin. Merci à vos analyses, surtout très optimistes, parce que, vous le savez bien, la ceinture et la route, ce n'est pas pour nous, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. Pour nos enfants peuvent vivre dans un monde meilleur, dans un monde en paix. Voilà. J'espère que nos téléspectateurs peuvent partager votre optimisme et j'espère aussi que notre émission peut vous aider à mieux comprendre ce projet, mieux comprendre la ceinture et la route, parce que c'est notre avenir. Merci pour vous.